Le foie, un organe essentiel dont on ne parle jamais. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, je suis avec Madame Camille Théron-Charles. Vous êtes présidente de l'AMF. C'est toujours difficile, les sigles des associations. Alors, c'est l'Association des maladies foie-enfant. Et vous êtes aussi maman d'une petite fille qui est malade et vous êtes future donneuse vivante pour cette petite fille. Avec moi aussi sur le plateau, le professeur Didier Samuel. Vous êtes gastro-entérologue, vous êtes hépatologue, vous êtes doyen de la faculté de médecine Paris-Sud. Et c'est pas tout, vous avez encore du temps libre. Vous êtes responsable de l'unité d'hépatologie et de réanimation. Vous êtes directeur médical du programme de transplantation hépatique à l'hôpital Paul Brousse. Et vous avez trouvé le temps d'écrire ce bouquin, La crise de foie n'existe pas. Le cœur, le poumon, on voit bien à quoi ça sert. Quand on parle du foie, ça devient beaucoup plus flou. Alors le foie, à quoi ça sert? À tout, c'est une usine, c'est l'usine de l'organisme. Le foie fabrique toutes les protéines, quasiment toutes les protéines de l'organisme. C'est aussi un organe essentiel pour détoxifier l'organisme et notamment tout ce qui vient de l'intestin. Et donc il est pur, il enlève les bactéries. Il régule aussi notre taux de sucre dans le sang, notre taux de lipides également dans le sang. C'est un organe absolument vital, essentiel, qui est en effet mal connu. C'est une usine à la fois de production et d'épuration. Tout à fait. Un peu. Oui. C'est-à-dire quand on passe l'épuration, on pense au rein, mais il y a le foie. Le rein est essentiellement un organe d'épuration, alors que le foie fait les deux. C'est l'organe de synthèse et c'est de très loin le plus grand organe de synthèse de tout, nos hormones, les enzymes, les protéines, les anticorps, tout ce qui est nécessaire à la vie. Le foie, il faut en prendre soin au quotidien. Quand on pense au foie, on pense à l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool, il faut en prendre soin au quotidien. Le foie, c'est un organe qui est très résistant, il résiste à la plupart des agressions aiguës. Par contre, ce qui supporte mal, c'est l'accumulation des choses, et notamment pour l'alcool, c'est la consommation chronique d'alcool pendant des années de façon régulière, journalière, qui fait qu'à la fin, il peut évoluer en effet vers une cirrhose. Mais c'est la même chose pour d'autres agresseurs qui sont la graisse, comme dans la stéatose ou dans ce qu'on appelle la NASH, qui est la stéatohépatite non alcoolique du foie. Ce qu'on appelle le foie gras humain, ou alors la maladie du soda, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc ça peut aussi abîmer le foie. Et puis il y a aussi d'autres agresseurs qui sont les virus des hépatites par exemple, le virus d'hépatite B, le virus d'hépatite C, et c'est dans tous les cas des affections chroniques, c'est-à-dire qui durent sur 10, 20, 30 ans, qui progressivement abîment le foie. C'est cet aspect chronique, l'accumulation, c'est ça qui est vraiment destructeur pour le foie, l'accumulation. Alors par exemple sur l'alcool, on s'arrête 3 secondes, il y a des débats où on nous dit 2 verres par jour, après on nous dit 1 verre par jour. Bon, d'abord, ce n'est pas une obligation de boire 1 ou 2 verres par jour, c'est vraiment une limite, et puis il vaut mieux pas en prendre tous les jours en fait, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. En fait, en effet, l'idée d'un verre par jour vient du régime méditerranéen qui peut-être protège un petit peu des complications cardiovasculaires. Au-delà d'un verre par jour, déjà 2 verres par jour, c'est 14 verres par semaine, plus le week-end où on boit souvent beaucoup plus. Ce qui fait que c'est mathématique et donc c'est une accumulation très importante. Ce qui fait que ce qui est recommandé, en effet, c'est pas de boire tous les jours. Et déjà, si on fait attention à ne pas boire à chaque repas et pas boire tous les jours, on diminue considérablement sa consommation d'alcool. À l'inverse, alors on peut détoxifier son foie, et là c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'abord, le foie, c'est un très bon organe de détoxification, c'est lui qui est le plus puissant de l'organisme. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que souvent ce que l'on dit, on n'en sait pas trop. Les cures de jeûne, les cures d'amaigrissement très, très, très profondes sont parfois aussi délétères parce que quand on perd 15 kilos ou 20 kilos en 3 mois, très souvent, on les récupère aussitôt en encore moins de temps et l'accumulation des graisses qui se fait à ce moment-là de façon non régulière, non homogène, elle peut s'accumuler au niveau du foie et l'agresser. Donc la meilleure détox, c'est de la modération et puis aider son foie en buvant aussi de l'eau. Boire de l'eau, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Donc, et puis, en effet, quand on a surmangé ou surbu, c'est pas mal de faire un petit break. Mais il ne faut pas par contre passer à l'excès inverse, c'est-à-dire on a besoin quand même de manger régulièrement, donc il faut manger moins et plus équilibré. Quels sont les signes qui doivent nous alerter quand le foie se dérègle? Ça commence par quoi?
En fait, le problème du foie, c'est comme beaucoup de maladies, elles sont silencieuses jusqu'à ce qu'il arrive des complications. Donc c'est la problématique. Pour la plupart des maladies hépatiques, donc du foie, c'est pour ça qu'un bilan de dépistage est utile, parce que le foie est un organe qui souffre en silence, et quand les choses apparaissent, c'est-à-dire quand apparaît par exemple une jaunisse, c'est-à-dire on a les yeux jaunes ou le teint jaune, quand apparaît de l'eau dans le ventre, de l'acide, ou quand on fait même une hémorragie, sont déjà des signes très tardifs. Donc c'est là où je pense qu'il faut aussi envisager régulièrement de faire des tests sanguins pour mesurer les enzymes du foie. C'est aussi simple que ça, et s'ils sont anormaux, à ce moment-là, on va un peu plus loin. D'accord, donc faut surveiller. Il faut surveiller, alors notamment, et là je me tourne vers vous, il faut surveiller les nourrissons. Hein. Les maladies rares du foie, ça concerne une naissance par jour en France, et c'est un peu le combat de votre association, hein, c'est de sensibiliser là-dessus et de permettre un meilleur dépistage, et surtout un dépistage beaucoup plus rapide des maladies rares du foie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'association a 3 missions que sont le soutien aux familles touchées, la recherche et le dépistage. Donc c'est faire des campagnes de communication autour des symptômes que sont une jaunisse persistante au-delà de 15 jours, et puis des selles pâles. Donc en fait des signes assez simples. Hein. Vous êtes jeune maman, votre enfant, votre nourrisson a des selles très pâles et une jaunisse. Oui. C'est grave. Il faut s'alerter, il faut aller aux urgences. C'est une urgence médicale. On a fait une campagne qui s'appelle l'alerte jaune, donc où on met les couleurs de sel normales, les couleurs de sel anormales, et si ça fait partie de ces couleurs pâles, il faut aller... Il y a un nuancier, exactement. Alors c'est www.alertejaune.com. On rappellera les sites à la fin de l'émission. Exactement, parce qu'en général, les enfants... Il faut intervenir très vite, voilà. Ça réduit le taux de mortalité, ça augmente les chances des enfants. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, il y a 2 pièges. Le piège, c'est qu'il peut y avoir des jaunisses à la naissance qui n'ont rien à voir, et donc ce qui doit alerter, c'est quand ça persiste. Et donc ça, c'est la première alerte. Et en effet, pour des maladies, notamment comme l'atrésie des voies biliaires de l'enfant, où il n'y a pas de canal du cholédoque, donc de voie biliaire principale, pour que l'enfant guérisse et n'ait pas une transplantation, il faut l'opérer dans les 2 à 3 premiers mois de la vie. Donc pour ça que le diagnostic doit être fait très tôt. Oui, c'est ça. Ouais. Et plus il est fait tôt, plus l'enfant a de chance de survivre et de vivre correctement une fois qu'il a... Donc il faut que ce soit fait dans les 60 jours. En fait, en moyenne, c'est fait à 60 jours, et on vous voudriez que ce soit plutôt dépister, fait à 30 jours. vers 30 jours. Hein, c'est ça. D'ailleurs, après 7 ans de lobbying auprès du ministère, on a réussi à avoir l'échelle colorimétrique des selles dans le carnet de santé, et une visite à 15 jours, parce que la première visite étant à 1 mois, c'est presque trop tard. D'accord. Alors vous êtes maman d'une petite fille et vous allez être, qui est malade, hein, oui. Et vous allez être donneuse vivante. Oui. Alors en quoi, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Donc effectivement, elle a donc une atrésie des voies biliaires. Elle a eu l'opération qu'on appelle de Kasai très, très petite. Alors qu'est-ce que c'est cette opération? On revient après. Ouais. L'opération de Kasai, ça vient du nom d'un chirurgien japonais qui s'appelle Kasai, qui dans les années 60 a eu l'idée de remplacer le cholédoque en montant une anse digestive sur le foie et de la coller au foie, et pour drainer la bile qui est stagnée dans le foie. Le problème de cette maladie, c'est que la bile ne peut pas s'écouler, et donc elle stagne dans le foie, et elle fait une vraie cirrhose, et le foie devient cirrhotique et fait une cirrhose biliaire cette fois-ci. Et donc cette intervention permet de drainer la bile. Et aujourd'hui, votre petite fille a 7 ans, voilà. Et vous avez donc, décidé l'opération a fonctionné de ne pas 6 ans, voilà. Et effectivement, elle est sur liste d'attente depuis janvier. Et on a la chance d'avoir une solution maison, on va dire, puisque elle est d'un groupe sanguin qui a une attente assez longue en liste d'attente. Elle est haut, oui. Donc on a compris, les facteurs clés de succès d'une greffe, on a compris que c'était l'enfant qui arrive en pas trop mauvais état à la greffe, que le greffon n'est pas passé beaucoup de temps en dehors d'un corps, et qu'une opération planifiée, ça peut être aussi un facteur clé de succès important. Oui, y compris pour nous à la maison, parce qu'on a 2 autres enfants. Exactement, voilà, en termes de logistique, voilà, c'est planifié. Donc nous, ça nous allait bien, et puis on a la chance d'avoir une compatibilité. Donc on a pris cette option, j'attends juste encore la semaine prochaine les derniers résultats pour valider, et donc on irait... Donc l'idée, pour résumer, c'est de dire, voilà, ma petite fille, elle est haut, elle est sur la liste d'attente, elle pourrait attendre très longtemps un organe d'un donneur mort,
Et moi, j'ai la chance de pouvoir lui donner une partie de mon foie, parce que je suis compatible, et donc je décide, pour lui donner plus de chance, en fait, je décide de couper cette file d'attente en étant donneuse vivante. Oui. Est-ce que les gens savent suffisamment qu'on peut être donneur vivant ? Pas forcément sur le foie. Enfin, moi, du coup, je regarde pas mal le site de l'Agence de biomédecine. On parle beaucoup du rein, on parle très peu du foie. C'est assez peu développé. C'est développé essentiellement parents-enfants, donc pour les petits-enfants. Il y a aussi une raison technique, c'est que pour les parents-enfants, on peut donner la partie gauche du foie, ce qui est une plus petite partie. Donc c'est une chirurgie moins lourde pour le parent, parce qu'on enlève une plus petite partie et souvent on le fait sous cœlioscopie. Et deuxièmement, et ça suffit pour l'enfant. Alors que quand on fait adulte-adulte, il faut souvent prélever la partie droite du foie qui est la plus grosse partie. Et techniquement, c'est plus compliqué, plus lourd. Ce qui fait qu'en France, le don familial vivant est assez peu développé, même s'il y en a quand même à peu près une quinzaine de cas par an en France. Mais par contre, il y a des pays où il n'y a que ça. Au Japon, en Corée, c'est plus de 1000 transplantations de Au niveau des greffes, on connaît bien la greffe du rein. On parle moins souvent des greffes de foie. Ça marche bien? Les taux sont bons? À la greffe du foie, ça s'est considérablement développé. Maintenant, il y a 1300 greffes du foie qui sont faites par an. Et il y a des taux de survie qui sont actuellement aux alentours de 94% à 1 an et de plus de 85% à 5 ans. Ça marche vraiment très bien. Alors moi, ce qui m'avait pété en préparant l'émission, c'est que vous êtes dans le positif, vous n'êtes pas dans le pathos. Vous avez analysé tout ça et vous y allez. Oui, moi je pense que quand on est positif, il y a plus de... ça donne un élan vital qui entraîne les bonnes choses, donc je regarde que la solution. Vous m'avez dit que parfois ça déstabilisait un peu les équipes médicales. Oui, il y a des. Je trouve que ce sont des métiers très durs parce qu'il y a des décès d'enfants. Donc, je pense qu'il y a autour de ces services, malheureusement, il y a des malheurs, il y a des drames. Et je pense qu'ils veulent aussi éviter que des gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de l'intervention qui va avoir lieu. Je connais les risques, je suis assez bien placée pour les connaître avec l'association. Mais oui, je décide de regarder le verre à moitié plein. Ouais. Voilà. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau. On arrive déjà, ça passe très vite au terme de l'émission. Un rappel pour les mamans, des selles pâles et une jaunisse persistante, on doit s'alerter. Les sites internet www.alertejaune.com, www.amfe.fr. Si vous voulez tout savoir sur le foie, la crise de foie n'existe pas. Je vous remercie tous les deux d'être placés sur le plateau. Merci. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette opération. Vous nous donnerez des nouvelles. Je ne dis pas ça en l'air. On reçoit parfois des gens après qui viennent nous raconter comment ça s'est passé. Et on vous souhaite le meilleur pour vous et pour votre fille. Voilà, à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.